Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition. Bienvenue dans ce magazine du mois de juin dont voici le sommaire. La semaine de l'investissement dans le numérique, l'édition 2019 a enregistré des innovations. Beaucoup de jeunes talents ont pu montrer leur savoir-faire. La Guinée est au diapason de la révolution numérique. Plus de 1000 projets de développement lancés à l'intérieur du pays. L'Agence nationale de financement des collectivités a pris sa vitesse de croisière. L'État veut développer sa stratégie de lutte contre la pauvreté en province. Un match nul, une défaite et une victoire cet après-midi. Le Chili est passé par tous les résultats possibles dans cette CAN d'Égypte. La qualification est encore possible dans une position de meilleur troisième, mais il faut attendre les autres résultats. Une prestation d'ensemble pas très aboutie, voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Le président Alpha Condé est à Abuja. Il prend part au sommet de la CEDEAO. Plusieurs dossiers sont sur la table, dont la question de la monnaie unique africaine. Son entrée en vigueur est prévue en théorie pour 2020. Sanassi Keita. La 55e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a ouvert ses portes ce samedi 29 juin 2019 au State House Conference Center à Abuja, la capitale politique nigériane, en présence de plusieurs personnalités. Parmi elles, le président de la République de Guinée, Professeur Alpha Condé, en compagnie d'une importante délégation. Au menu des discussions de ces assises d'Abuja, la sécurité régionale et la situation sécuritaire en Guinée-Bissau. Le sommet s'est aussi penché sur les sujets comme la monnaie unique de la CEDEAO, l'autonomisation des jeunes, le changement climatique et d'autres menaces qui pèsent de plein fouet sur la région. Concernant la situation sociopolitique en Guinée-Bissau, ses dirigeants ont félicité et remercié le président Professeur Alpha Condé pour ses efforts inlassables consentis en faveur de la paix et de la stabilité dans ce pays de la sous-région ouest-africaine. Ces personnalités ont en outre encouragé le président de la République de Guinée à continuer dans la même dynamique, avec à la clé faire en sorte que la Guinée-Bissau retrouve très rapidement une stabilité politique durable. Pour être dans l'esprit du mensuel, il faut rappeler que le président Alpha Condé et certains de ses pairs ouest-africains bouclent un mois de prise de décision et de leadership affirmé dans des domaines aussi sensibles comme la sécurité ou encore le développement. Dans le même sillage, le 11 juin dernier, professeur Alpha Condé, coordinateur de l'initiative sur les énergies renouvelables en Afrique, avait ouvert un forum international sur le sujet à Conakry. Le président Idriss Déby Itno et de nombreux ministres africains de domaine étaient présents. La question du financement est toujours la grande préoccupation. Aujourd'hui, seuls 30% des populations du continent ont accès à l'électricité. Activité marquante du mois de juin, un mois qui a vu l'organisation de la Semaine nationale des investissements dans le numérique. La 4e édition a permis de découvrir de jeunes talents et de leur offrir une formation pour accroître leurs capacités. Kerna Ousmane Diallo. Touré Mahmoud et Serge Abraham, deux jeunes au profil différent mais au désir commun. L'un est diplômé en communication et l'autre en génie informatique. Tous les deux veulent entreprendre en tirant profit du numérique. Avec leur start-up, ils ont mis au point un jeu vidéo dénommé African Heroes qui fait découvrir la culture africaine et guinéenne en particulier dans toute sa splendeur. Mbalia est l'héroïne du jeu. Elle parcourt plaines, montagnes, savanes et forêts en éliminant des obstacles. Le but du jeu, c'est de récupérer un masque. Donc au début, l'héroïne va se trouver à l'intérieur d'une grotte qui est là. Et la première mission, c'est de s'adapter. Donc elle aura affaire à des génies et aussi à des initiations. Donc là, l'héroïne doit traverser la grotte et essayer de chercher les génies qui s'y trouvent et en même temps un conseiller qui va essayer de l'aider, durant tout le jeu, qui sera là. Et bonne nouvelle pour ça, nous avons eu la permission de M. Sekoba Kanja pour intégrer l'image de son père, Sori Kanja Kouyaté, qui a déjà un grand passé en tant que médiateur. Et là aussi, il sera là dans le jeu en tant que conseiller qui va guider l'héroïne jusqu'à la fin du jeu. C'est une première en Guinée que
qu'on crée un jeu vidéo. Donc les gens nous demandaient où vous êtes formés, c'est ici ou ailleurs. Mais c'est ici, nous avons suivi une formation. Et là où nous sommes comme ça, ça veut dire que c'est là que nous tirons profit de cela. Parce que nous avons la connexion gratuite. Donc du coup, nous formons. Et c'est pour dire que rien n'est impossible dans ce domaine. On peut transformer plusieurs secteurs à travers ce domaine. Tout est numérique aujourd'hui. Lors de la 4e édition de la semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique, le projet African Heroes a décroché le premier prix. L'événement a mis en lumière les jeunes inventeurs et start-upers qui rivalisent d'ingéniosité et de créativité pour apporter des solutions numériques afin de répondre à des besoins de la société. La Guinéenne Fadima Diawara a mis au point un smartphone Kumfabo avec des applications développées par des jeunes Guinéens. Progressivement, dans tous les secteurs, avec toutes les couches sociales, la révolution numérique s'opère à l'image des enfants qui apprennent la programmation informatique en manipulant ces petits robots. On nous a envoyé un robot spécialement conçu pour trier et jeter les ordures dans les poubelles correspondantes. Il se nomme Bibot. Il ressemble à une abeille et il est capable d'être programmé. Merci bien de suivre la programmation. Ces dernières années, la Guinée a fait de l'investissement dans le secteur des technologies une priorité. Le câble sous-marin est déployé pour améliorer la connexion Internet. L'ensemble du pays est couvert par le réseau de téléphonie. De quoi offrir un environnement favorable à l'émergence des incubateurs et start-up. Mon gouvernement croit au potentiel de développement de l'économie numérique pour accélérer le développement des autres secteurs socio-économiques, y compris la santé, l'éducation, l'artisanat et l'agro-industrie. Nous avons investi plus de 300 millions d'euros, ce qui démontre la volonté du gouvernement réellement d'impulser ce secteur. Dans la dynamique d'une Guinée au cœur de l'évolution numérique, l'arrivée récente de la 4G va aider à développer les contenus et permettre au pays de bénéficier des opportunités qui s'y attachent. Entre autres signes d'une volonté de réussir sa transformation numérique, en 2020, le pays va organiser le sommet Transform Africa, le plus grand rendez-vous africain dans ce secteur. L'autre dossier dont on a très souvent parlé ce mois, c'est la mise en place du guichet unique du foncier, une structure pour raccourcir les délais dans l'obtention du titre foncier, un document que beaucoup de propriétaires terriens n'ont pas. Le ministère de la Ville indique que seuls 3% possèdent ce papier. Saint-Martin Francina Denon. Un titre foncier est un document de propriété qui garantit, sécurise et protège le droit. Il a un caractère définitif, irrévocable et inattaquable. Il confère des avantages. Il permet d'abord l'accès au crédit bancaire en servant de garantie. Ensuite, il facilite les mutations en cas de vente ou de succession lorsque son propriétaire décède. Malgré ces privilèges, l'obtention de ces documents pose problème en Guinée. Selon les techniciens du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, seulement 3% des propriétaires terriens possèdent des titres fonciers. Cette faible statistique s'explique par la lourdeur des procédures d'obtention des documents administratifs. À cela s'ajoute le coût de traitement des dossiers. Beaucoup de personnes veulent certifier leur terrain, leur bâtiment, leur habitation, qui permet à un individu de se réclamer légalement face à la justice que je suis propriétaire de cela, signé par qui? Par les autorités du pays. Mais la procédure non seulement est longue. Les procédures d'obtention d'un titre foncier sont longues. Elles débutent par la demande d'immatriculation, la transmission et le contrôle de la demande à la direction du foncier et du cadastre rural ou urbain, en passant par la transmission du dossier d'immatriculation à la conservation foncière, l'immatriculation du bien foncier, objet du certificat foncier jusqu'au transfert des propriétés qui se fait devant un notaire. Face à ces constats, les décideurs en charge de la gestion des sols, en collaboration avec les autorités du ministère des Investissements et du partenariat public-privé et de la Société financière internationale, s'engagent à améliorer les procédures pratiquées jusqu'ici pour l'obtention du titre de propriété et du permis de construire. Des efforts qui passent nécessairement
par l'opérationnalisation du guichet unique du foncier, dont les autorités mesurent déjà ses impacts sur le climat des affaires. Mais au niveau du foncier, c'est extrêmement important qu'il y ait un guichet unique du foncier et de la construction qui va permettre d'avoir qui va faciliter les démarches, permettre plus d'efficacité et ça va aussi apporter de la transparence. Ainsi que le foncier ne devienne plus un facteur bloquant pour l'amélioration du climat des affaires. Les échanges sont donc engagés pour permettre aux différents acteurs d'harmoniser les efforts pour l'opérationnalisation du guichet unique en Guinée. La mise en place effective du guichet unique, du foncier, de la construction et de l'habitation sera un signal positif pour les investisseurs et montrera que la Guinée est dans la bonne direction dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires. La première recommandation, c'est de pouvoir aujourd'hui, comme on le dit, dématérialiser tous les outils de planification qui existent, tant pour le milieu urbain que pour le milieu rural. Ensuite, il faut le renforcement des capacités, si vous voulez, du personnel. Et par la suite, il faut opérationnaliser tous ces outils que nous avons créés. La création d'un guichet unique du foncier, de la construction et d'habitation a été décrétée depuis février 2017. Aujourd'hui, les autorités des secteurs associés dénoncent un manque de synergie entre les différents intervenants pour son opérationnalisation ainsi qu'une certaine réticence de la chaîne de délivrance de cet acte juridique. Et le ministre de la Ville tente de rassurer. Le guichet unique du foncier, de l'habitation et de la construction, cet espace-là aussi, c'est vrai, depuis le mois de février 2017, il a été conçu, mais nous devons faire en sorte que cet espace-là fonctionne correctement. Ce n'est pas un guichet qu'on met en place pour remplacer l'administration, mais c'est un espace qui permet de raccourcir les durées, de faire en sorte que les étapes qui sont des étapes séparées, difficiles parfois à traverser, se passent dans un espace nous permettant d'aller vite, afin d'éviter qu'un dossier soit à une direction et qu'elle fasse un mois, avant de venir à notre direction, un papier qu'on pourrait avoir en 2-3 jours ou en une semaine, qu'on l'obtienne en 3 mois. La conséquence, les gens ne viendront pas pour les permis. Ce qui va se passer, nous allons vivre ce que nous avons vécu, des constructions anarchiques, des constructions qui se font sans sécurité. En ce moment, nous avons une population qui est forcément menacée, offensée par la violence, en tout cas en ce qui concerne les constructions. La création du guichet unique du foncier et de la construction est un projet présidentiel. Sa prochaine opérationnalisation va simplifier les procédures, raccourcir les délais et amoindrir les coûts d'acquisition du titre de propriété foncière et du permis de construire. Une opération sans précédent en faveur du développement des collectivités. À l'intérieur, le pays vit au rythme de l'ANAFIC. Pour traduire sa politique de proximité, le gouvernement a dépêché des ministres dans 337 collectivités locales. Plus de 1000 premières pierres sont posées, des écoles, des postes de santé et autres infrastructures de développement. Mohamed Lamine Camara. Bien avant la descente des ministres sur le terrain, les Guinéens avaient du mal à appréhender la dimension de l'opportunité de développement que le chef de l'État offrait à la Guinée profonde à travers l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC. Aujourd'hui, l'éclosion de réalisation des projets d'infrastructure enregistrés dans 337 collectivités locales met le pays dans une dynamique positive. À travers l'ANAFIC, un outil efficace est trouvé pour impulser la décentralisation et lui donner aux yeux des populations un contenu tangible. Pour cette première phase des actions, l'agence décaisse plus de 726 milliards de francs guinéens directement versés dans le compte des collectivités. Lorsque l'on amène du financement dans une collectivité, c'est non seulement pour accroître les infrastructures, mais aussi pour générer de l'activité économique auprès des entreprises de cette localité. Et la question de genre, vous le savez très bien, le président de la République a toujours été favorable à la promotion des femmes et des jeunes. Construire une école est inespéré dans ce district où nous sommes.
C'est extrêmement important pour eux. Vous avez vu les enfants à bas âge qui sont là, qui ont besoin de scolarisation. Dans certains lieux, c'est des centres de santé qui répondent aussi aux préoccupations des populations. Donc nous sommes en parfaite adéquation avec cette vision du président de la République. Dans ce nouveau plan de développement des collectivités décentralisées, l'offre de services communautaires est renforcée dans certaines zones, alors que pour d'autres, c'est la première fois que l'État marque sa présence par un investissement. C'est le cas de Talema à une vingtaine de kilomètres de Labé et ici à Kaliadou à 75 kilomètres de Kankan. Les écoles de 3 classes à construire ici sont bien modestes. Mais pour ces localités, c'est le début d'une révolution. C'est 15% des recettes minières qu'on vous distribue comme ça. Ici, on ne connaît pas le diamant, ni la bauxite ou l'or. Nous saluons et remercions le professeur Alpha Condé qui en est l'initiateur. Cette initiative est vraiment loin de la politique. Cette école va nous permettre de sauver la vie des enfants de Talema. Le village que vous voyez comme ça, le marché, on a commencé le marché hebdomadaire en 1940. De 1940 jusqu'à 2019, c'est en 2019 que le professeur nous a donné un marché. C'est grâce à cet concours aussi du chef de l'État que nous venons de recevoir une école moderne à Kariandou. Donc nous sommes très ravis. Avec les fonds d'investissement de l'ANAFIC issus des revenus miniers, la redistribution de la richesse nationale touche tout le pays. Un système de péréquation est mis en place. Des déficits importants sont corrigés. Nous avons procédé au lancement des travaux. Il s'agit essentiellement de 2 actions majeures qui ont été retenues par collectivité locale. Et ces 2 actions majeures par collectivité sont dans la fourchette d'1,3 milliard jusqu'à 4 milliards et quelques, par exemple, pour la commune urbaine de Kankan. Et donc les populations ont bien accueilli cette initiative. Il n'y a pas que à réaliser une infrastructure, mais la qualité des infrastructures est une condition sine qua non. Le processus de développement s'accélère dans le pays à travers la réalisation de ces infrastructures confiées à des entreprises locales. Les services techniques régionaux de l'ANAFIC veillent sur la qualité des réalisations. L'ANAFIC, c'est la continuation du PACV. Au PACV, nous, ce que nous commençons, c'est tout comme le président Alpha Condé l'a dit, tout ce que nous commençons, nous le terminons. À l'ANAFIC, nous allons appliquer les mêmes procédures, c'est pour 4 mois, c'est pas pour 10 mois, c'est pour 4 mois. C'est un grand plaisir pour moi de remercier le président de la République. Il a dit qu'il donne son mandat aux femmes et à la jeunesse. Vous avez vu, déjà j'ai les agrégats sur le terrain, donc je suis prête à travailler. Environ 1340 infrastructures sortiront des terres avant la fin de l'année. La ferveur et l'espoir suscités par cette initiative présidentielle est à entretenir à tout prix. Partout, les populations sont enthousiastes à réaffirmer leur adhésion et leur soutien au changement voulu par le gouvernement. Il y a beaucoup d'espoir et d'enthousiasme autour de ce programme et pour en parler, pour être plus complet là-dessus, je reçois sur ce plateau le général Borema Condé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. L'ANAFIC, continuation du PACV ou un programme totalement révolutionnaire, totalement différent? L'un dans l'autre, monsieur Camara, je dois vous dire que l'ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités, est une innovation. Mais une innovation peut s'inscrire des fois dans la continuité. C'est vrai qu'en la matière, par rapport à votre question, le PACV a fait ses preuves en Guinée. Le PACV, c'était le développement communautaire. Le PACV, c'était véritablement les populations locales au cœur du développement. La différence avec l'ANAFIC, je le répète encore, cette fois-ci, vous avez la couverture totale du pays par un partage large de la richesse nationale. C'est Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui s'est dit il n'y a de progrès véritable que lorsque le bonheur est chez chacun. Il a mobilisé donc, il a fait mobiliser 15% du revenu minier global, c'est-à-dire
tout ce que les mines réunies en Guinée amassent comme argent, 15% y sont prélevés, et que ce montant soit dispatché sur toutes les communes de la Guinée, urbaines et rurales, à l'exception des 5 communes de la capitale Conakry. Donc, retirer 5 de 342, les 337 communes reçoivent cette manne produite de la mine ou des mines pour leur développement. C'est cela l'ANAFIC. Pour l'instant, on est, comme on a dû l'entendre, à 30% de décaissement, c'est bien ça. Et quel va être le rythme de décaissement pour la suite? Eh bien, comme pour tout projet de construction, d'infrastructure, les décaissements se font au rythme de l'exécution des travaux. D'accord. Vous faites le premier tiers, vous avez 30%. Vous en finissez avec le second tiers, vous avez les 30 autres %. Et à la finition, le résultat de votre montant vous est versé. L'ANAFIC suit donc, n'est-ce pas, cette règle dans l'exécution des infrastructures à date. Monsieur le ministre, vous avez vu tout l'engouement, tout l'espoir qui accompagne la mise en pratique de ce projet dans des localités qui, pour la première fois d'ailleurs, on le disait, voit un commis de l'État qui pour la première fois voit un tel niveau d'investissement dans des infrastructures publiques. Est-ce que vous n'avez pas quelque part peur de décevoir si le rythme venait à se casser? Est-ce qu'il y a même des risques que le rythme se casse? Je crois qu'en la matière, la peur devrait plutôt être au départ, mais pas pendant que l'action est engagée. Pour qui connaît le président Alpha Condé, pour qui connaît le gouvernement que dirige Dr Kassory Fofana, si l'expérience ne s'inscrivait pas dans la durée, je crois qu'on n'aurait pas engagé. Et donc, il s'agit d'une entreprise suffisamment mûrie, suffisamment réfléchie et qui est conduite sur le terrain de manière absolument maîtrisée. Donc il n'y a pas de place, mais absolument pas de place pour dire avez-vous des craintes pour la pérennité de cette action? Avez-vous des craintes pour la continuation de cette entreprise? Monsieur Alia, je vous dis très sincèrement, non, nous n'avons pas de crainte. En lieu et place, nous sommes plutôt sûrs et rassurés. En tout cas, les communautés espèrent. Quel est le principe d'investissement dans les communautés? Comment ça se passe? Alors, développement à la base. 4 principes régissent, n'est-ce pas, cet investissement. Le premier, c'est ce que je venais de dire, c'est la répartition équilibrée spatiale du développement. Qu'est-ce à dire? Une commune, qu'elle soit urbaine ou rurale, et l'ensemble de certaines autres collectivités, de certaines localités, des populations regroupées, soit en district dans les communes rurales, soit en quartier dans les communes urbaines. Il ne faut pas que ce soit seulement le centre de la commune, que ce soit rural ou urbain, qui abrite les infrastructures, mais que cela s'étende, n'est-ce pas, aux différents districts ou quartiers. Premier principe. Le deuxième principe, c'est le respect, n'est-ce pas, que les collectivités s'inspirent du principe du genre et de l'équité, n'est-ce pas, dans l'exécution. C'est-à-dire que les populations sensibles, à savoir les jeunes et les filles et les femmes, oui, soient prises en compte dans la programmation. Le troisième principe, très déterminant celui-là aussi, c'est le diagnostic participatif communautaire. Que ce ne soit pas seulement le conseil communal qui s'asseye et qui planche pour dire ici, voilà ce que l'on va faire. Mais l'ensemble des populations de la collectivité se réunit et dans un débat très ouvert et très franc, on fait la priorité des actions à faire. La communauté impliquée dans son bien sûr, dans le choix de ces actions de développement. Est-ce la priorité à un bas-fond qui doit être aménagé, attenant au village? Est-ce la priorité à des grillages pour les femmes qui vont faire le maraîchage là? Est-ce la priorité au centre de santé? Est-ce la priorité à l'école? Vous avez vu dans certaines communes que c'est la première fois que certains districts de la Guinée abritent une école primaire. Vrai, oui. Alors ceci, c'est à partir d'un diagnostic participatif communautaire. Et le quatrième? Alors le quatrième, naturellement, c'est la prise en compte des facteurs environnementaux et de la biodiversité. N'est-ce pas? Au moment où les écosystèmes sont présents dans tous les cadres de développement durable, naturellement, les collectivités doivent prendre en compte les facteurs liés à l'environnement et à la biodiversité. Alors, une question que je vais vous poser, j'ai entendu des jeunes parler d'ANAFIC, je vais me faire l'écho de leur discussion.
il y en a un qui disait c'est de la politique, un autre disait c'est un réel investissement, un réel engagement pour les communautés. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ces préoccupations? Écoutez, je crois que dans un débat ouvert, aucun sujet n'est tabou, aucun sujet n'est interdit. Quoi que vous fassiez, les interprétations se feront toujours leur place. Pour ceux qui disent que c'est de la politique, je ne suis pas là pour leur faire un bon ou un mauvais procès. Pour ceux qui disent que c'est quelque chose de palpable, de réalisable, je ne leur dis non plus pas, vous avez raison, vous avez tort. Attendons de voir ce qui va se réaliser à travers l'ANAFIC. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci d'être venu sur ce plateau. On va suivre comment le processus va se poursuivre. C'est moi qui vous remercie. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de sujet tabou. En tout cas, une question est sur toutes les lèvres actuellement. La Guinée a-t-elle besoin d'une nouvelle constitution? Le débat s'est posé avec acuité ce mois de juin et s'est même transporté dans les institutions d'enseignement supérieur. À ce niveau, pas de déchaînement de passion militante. C'est à coup d'arguments que les prises de position sont défendues. Bernard Tonguino. Jusque-là indifférents face au débat national sur la Constitution, les milieux universitaires se font enfin entendre sur un sujet d'actualité d'enjeu majeur. À la différence des autres entités, ici, les contradictions sont plutôt pédagogiques avec des argumentations tirées de l'interprétation des articles de l'actuelle Constitution. La pédagogie appartient aux universitaires. Le débat aujourd'hui, pour ne pas que le débat reste dans la rue, que des manifestations, des petits problèmes, et la non-compréhension ou la mauvaise compréhension des textes constitutionnels, nous avons décidé donc de participer à ce débat pour éclairer la lanterne. Parce que l'enseignant, c'est l'instructeur, l'enseignant, c'est le donneur, l'enseignant, c'est l'éclaireur. Les grandes lignes, c'était une sorte de questionnement qu'on a soulevé par rapport à la proposition d'une nouvelle constitution en République de Guinée. Nous avons décelé un certain nombre d'insuffisances dans l'actuelle constitution, parmi lesquelles la présence de certaines dispositions qui sèment la confusion, notamment l'article 51 aujourd'hui, qui pose un problème d'interprétation. Certains diront par interprétation extensive, on peut parler de révision constitutionnelle, non par interprétation stricte, c'est un référendum législatif, ainsi de suite. Tous ces points peuvent paraître ici dans l'application comme des insuffisances. Chez les jeunes étudiants, les différents exposés animés dans les campus permettent de lever les nuances autour du concept de constitution. Les questions-réponses clarifient les positions ambiguës pour mettre chaque esprit éclairé face à sa responsabilité de citoyen, donc d'acteur social à part entière. Même si je dois me donner l'audace de défendre ou de ne pas défendre la modification ou la révision de cette constitution, je dois d'abord pouvoir être informé en voyant l'avantage ou les inconvénients pour ma chère Guinée. Au fait, ce débat m'a permis de comprendre qu'une constitution est changeable. Je compte partager la notion que j'ai reçue ici aujourd'hui avec la famille, avec mes amis de classe, avec tout le monde, pour que la population sache qu'une constitution est changeable. Le projet de changement de la constitution, moi personnellement, et je ne pense pas que ça soit une préoccupation pour le peuple de Guinée à l'instant où nous sommes. Pour moi, on a vécu avec cette constitution depuis les 8 ans, depuis les 9 ans. Je ne trouve pas que ça soit une préoccupation, ça soit urgent maintenant là. Le conférencier a parlé du changement de la Constitution. Je ne peux pas dire que je suis pour ni contre parce qu'actuellement je suis en pleine réflexion, mais à partir des notions que j'ai apprises aujourd'hui, je pourrais me défendre dans ma famille en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que citoyenne guinéenne. Autres nouveaux acteurs du débat dans les amphithéâtres, les enseignants-chercheurs et responsables d'université. De Gamal Abdel Nasser à l'université des Érékoré en passant par Sonfonia, Dubrika, Kindia, Farana, les enseignants sont pour une fois au premier rang de l'auditoire afin de mieux cerner la problématique de changement constitutionnel. Je suis très honoré de recevoir cette délégation qui parle avec les enseignants et les étudiants de la Constitution, un sujet majeur, un sujet d'actualité, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre non seulement ce que c'est la Constitution, son contenu et ses contradictions, afin de se positionner dans le débat, afin que la Guinée puisse prendre en compte les opinions de tous ses enfants. Bon, pratiquement comme c'est une institution purement à vocation agronomique,
Et là, les choses littéraires déjà ne sont pas trop habitués, surtout ce qui est du droit. Et pratiquement, on a compris vraiment pourquoi changer, n'est-ce pas, la Constitution. J'ai lu un peu la Constitution elle-même. J'ai vu que réellement, il y a tellement d'incohérences déjà, surtout de part et d'autre. C'est-à-dire, il y a ces choses qu'il faut changer, évidemment. Il y a d'autres aussi qu'il ne faut pas changer. Pendant ces temps, les contradictions entre sympathisants et militants se poursuivent à la place publique et par médias interposés. Entre pro et anti-changement constitutionnel, les arguments ne tarissent pas pour battre en brèche les idées et motivations de l'autre. Le gouvernement, lui, passe à la vitesse supérieure en demandant au chef de l'État de soumettre la question à un référendum, comme l'exige le principe démocratique. Au cours du Conseil des ministres du jeudi 27 juin 2019, le président de la République a pris acte de cette volonté, selon le porte-parole du gouvernement. On est le 30 juin, c'est aujourd'hui que prend fin le mois dédié aux enfants. Cette année, les autorités publiques ont envisagé des mesures en faveur de la protection des enfants. Beaucoup sont victimes de maltraitance physique et autres formes de violence. Les activités du mois ont permis de durcir le ton contre les auteurs de ces maltraitances. Mohamed de Camara. C'est une tradition de plusieurs années qui se perpétue. Encore en ce mois de juin 2019 qui s'achève, 30 jours de plaidoyer ont été menés en faveur du respect des droits des enfants. La déclaration de la ministre qui annonce les couleurs met un accent sur les violences faites aux enfants, notamment le viol sur mineurs et le mariage d'enfants. Pour réussir ce pari, les responsables des collectivités sont associés à la lutte. Koba, l'une des 40 communes de convergence, accueille les festivités du 16 juin, journée de l'enfant africain. La politique du gouvernement et ses partenaires vise à renforcer le dispositif national de protection dans sa dimension communautaire. La mobilisation sociale en faveur de la promotion et de la protection des droits et du bien-être des enfants en Guinée concrétise la volonté des autorités d'améliorer les conditions de vie des tout-petits. Pour l'édition 2019, aucune catégorie d'enfants n'est laissée pour compte. Les mineurs en conflit avec la loi, détenus à la maison centrale de Conakry, ont eu leurs fêtes axées sur le plaidoyer en faveur de l'amélioration des conditions de détention de cette couche vulnérable. L'occasion me paraît plus qu'opportune de lancer un appel solennel aux partenaires au développement que vous êtes à appuyer notre département pour la mise en place et l'équipement dans nos régions et préfectures de centres des enfants de la rue en vue de prévenir les velléités susceptibles de les conduire en prison. Car on ne le perdra jamais de vue. La place d'un enfant est ailleurs. À l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant au CHU de Donka, l'ambassadeur national de l'UNICEF, Sekouba Bambino Diabaté, a redonné l'espoir aux enfants malades et à leurs parents. Comme pour dire que tous les enfants ont des droits à préserver, quelle que soit leur catégorie ou leurs problèmes. Le mois de l'enfant a été aussi l'occasion de faire des plaidoyers en faveur des quadruplés de la famille Diabaté au quartier Yimbaya. Une famille qui a besoin d'aide pour subvenir aux besoins de leurs enfants 3 ans après leur naissance au Maroc. Les quadruplés ont donc 3 ans. Santé, l'actualité du mois a tourné autour de la lutte contre l'infertilité. La première dame de la République est au cœur de ce combat. Entre les sensibilisations et le lancement des travaux de construction d'un centre spécialisé, l'espoir est permis. Un peu d'ordre dans un domaine jusque-là pollué par les agissements de certains tradipraticiens. Adia Toubari, Maurice Sidibé. 98 cas d'accidents de la circulation sont enregistrés à Conakry au cours de ce mois de juin 2019. 9 personnes ont perdu la vie et 10 cas de blessés graves notifiés par la police routière. 73 motos endommagées et des dégâts matériels importants. À l'intérieur du pays, la préfecture de Kindia présente les chiffres les plus alarmants avec 7 cas d'accidents pour 8 personnes tuées. Mais de tous ces cas d'accident de la circulation, celui qui a marqué le plus les esprits est la collision entre un camion et 2 taxis à Colintin. Dans ce drame, 7 personnes avaient péri sur place. Arrivé à Maléa
dans la sous-préfecture de Kolentin, il a trouvé un autre camion non identifié qui était garé dans son couloir. Roulant à vive à lui, il s'est déporté entièrement à sa gauche pour dépasser ces camions non identifiés. Au moment de rejoindre son couloir, il a continué sa course dans le décor droit. C'est en reprenant la chaussée, cela a coïncidé à l'arrivée des deux voitures en sens inverse qui ont quitté Conakry pour l'Abbé. Il y a eu collision. Il a marché sur la première voiture, l'a drainé contre le second qui le suivait. Au cours de cet accident, il y a eu 7 morts sur place. 6 blessés dans la voiture Peugeot 305 qui suivait la Renault 19. Les 7 morts sont tous des occupants de la voiture Renault 19. Au dire des services de sécurité, les quartiers Anta, Sangoya, Kakbelin et sur la route de Dubreka sont considérés comme des zones où les risques d'accident sont très élevés. À la direction centrale de la police routière, des dispositions sont en train d'être prises pour minimiser les pertes en vie humaine sur nos routes. Une brigade mobile sera bientôt installée avec à la clé des sanctions sévères. Nous allons faire sortir la brigade mobile sur la route de Dubreka contre les transports mixtes et surcharge. Mon frère, vous savez, à Dubreka, la voie est petite. Et quand il y a accident, il n'y a pas plus de moins de 5 morts. Nous ferons des contrôles spontanés et pour freiner les excès de vitesse. C'est de rappeler à nos frères citoyens que nous sommes à la saison pluvieuse. C'est de soulever les pieds. Soulever les pieds sur l'accélérateur. Ça fera moins d'accidents. Tenir compte de sa propre vie et à la vie des autres citoyens. Déjà, des partenaires au développement accompagnent la Guinée dans la prévention des accidents. Avec le soutien de l'Union européenne, un nouveau code de la route vient d'être élaboré par les projets d'appui à la réforme du secteur des transports de Guinée. L'application de ce nouveau code devrait permettre à tous les acteurs impliqués dans la circulation routière de contribuer à la réduction du taux d'accident de la circulation. Le nouveau code de la route, la Guinée avait un certain nombre d'ordonnances sur lesquelles on se basait pour réglementer la circulation et la sécurité routière, mais ce n'était pas le code en bonne et due forme. Le code de la route, c'est un outil législatif et réglementaire. Il permet aux agents de faire le travail dans la légalité. Sans cet instrument-là, je ne vois pas sur quelle base juridique on se baserait pour effectivement sanctionner les gens en cas d'infraction. Une application correcte de ces nouvelles mesures, assortie d'une vaste campagne de sensibilisation des usagers de la route, pourrait diminuer de façon considérable les pertes en vie humaine sur nos routes. C'était plutôt un reportage grand format de Alpha Isiagaba sur les cas d'accidents recensés au mois de juin. Senti l'actualité a tourné autour de la lutte contre l'infertilité. La première dame de la République est au cœur de ce combat entre les sensibilisations et le lancement des travaux de construction d'un centre spécialisé. L'espoir est permis. Un peu d'ordre donc, comme je vous le disais, dans un domaine pollué par les agissements de certains praticiens. Adia Toubari, Maurice Sidibé. L'infertilité est un problème de santé publique majeur en Guinée. Le recensement de plus de 800 femmes victimes d'infertilité par les services spéciaux l'an dernier illustre l'ampleur de la problématique. Dans la plupart des cas, la femme est directement mise en cause. Conséquence, elle prend des risques énormes de prise en charge pour son honneur. Par définition, l'infertilité, c'est l'impossibilité de procréer après une année de rapport sexuel bien mené dans un couple, sans mesure de contraception. Le fait, c'est un problème de couple. L'infertilité, elle n'est pas d'emblée liée à l'homme ou alors d'emblée liée à la femme. Les statistiques prouvent que 40% des infertilités sont liées à la femme, 40% sont liées à l'homme, seulement 20% des causes qui ne sont pas clairement définies ou en tout cas clairement identifiées par les recherches médicales. Chez nous, l'infertilité est la
plusieurs causes. Elle est soit liée à l'incapacité d'avoir des rapports sexuels, donc une incapacité de l'homme d'entretenir des rapports sexuels pouvant aboutir à une éjaculation, ou alors parce qu'il y a un rapport sexuel, mais l'éjaculat ne comporte pas les éléments nécessaires pour favoriser la procréation. Donc c'est principalement à ces deux niveaux-là qu'on recherche la cause. Pour l'instant, le pays ne dispose d'aucune statistique liée au taux d'infertilité. Par contre, selon les gynécologues, une femme sur 7 est consultée pour des causes d'infertilité dans les grandes villes. Une alerte pour les autorités qui en font une priorité de santé publique. L'initiative de relancer les travaux de construction du Centre national des services de la santé familiale et reproduction humaine de Nongor est source d'espoir. Des prestations novatrices sont attendues avec des paquets d'activités comportant notamment la fécondation in vitro pour la lutte contre la stigmatisation de l'infertilité du couple, la kinésithérapie prénatale et postnatale et les prestations de psychologues et d'assistance sociale pour ne citer que ceci. Pendant ces mois de juin, la question de l'infertilité est abordée de front en Guinée comme elle ne l'a jamais été par le passé. Sous l'impulsion de la première dame de la République et la Fondation humanitaire internationale MERC, l'espoir renaît chez les femmes victimes d'infertilité dans le pays. Les femmes, nous avons soutenu 85% des causes d'infertilité sont dues aux maladies sexuellement transmissibles qui peuvent être prévenues. Donc cette prévention va également prévenir l'infertilité. Ces infections sont très courantes dans les mariages précoces, les avortements à risque, les accouchements à risque. Si nous sommes capables de prévenir ces causes, nous allons également prévenir l'infertilité qui a une grande prévalence. Briser la stigmatisation des femmes victimes d'infertilité est le premier objectif de ce programme que la première dame pilote. Les femmes et les hommes des médias sont associés à la croisade. L'infertilité chez les hommes, parce que je savais que notre société n'est pas tout à fait au courant de cette réalité. Et par cette formation, on se rend compte qu'effectivement, l'infertilité peut être, n'est-ce pas, une réalité chez la femme, tout comme chez l'homme. Et c'est à cela que nous autres journalistes, nous allons travailler pour expliquer, n'est-ce pas, aux couples surtout qui sont victimes de cette infertilité, que la responsabilité, elle est partagée. Sur le plan de la sensibilisation, on va continuer avec nos émissions qu'on a, les émissions santé notamment. C'est des espaces qui sont privilégiés pour pour inviter des spécialistes, pour inviter des femmes. Nous avons des canaux aujourd'hui que nous avons à travers des reportages en partant sur le terrain, en revenant avec des éléments clés, là où on peut comprendre les témoignages de ces femmes, leur vécu et faire comprendre à toute la population que ces femmes ne sont pas à stigmatiser, mais plutôt ces femmes-là sont à aider. Pour participer à l'éveil des consciences, la mobilisation contre la stigmatisation des victimes et les causes même de l'infertilité des couples, un concours sera lancé pour la production de reportages fouillés sur la problématique. Des solutions de désespoir qui conduisent à l'arnaque, aux abus, à la répudiation, aux marginalisations des femmes en passant par l'indifférence des maris jusqu'au salut actuel en vue, la lumière sera faite sur une réalité qui a trop longtemps condamné des milliers de femmes dans le silence de la honte sociale. 3 matchs, 1 nul, une défaite et une victoire. Le Sili est passé par tous les résultats possibles lors de cette CAN d'Égypte. La Guinée occupe la 3e place de son groupe après sa victoire 2-0 contre le Burundi. On croise les doigts pour obtenir un classement de meilleur 3e, mais la prestation d'ensemble ne reflète pas tous les espoirs. Abdoulaye Diallo. La Guinée ne se fera pas compter cette Coupe d'Afrique des Nations organisée en Égypte. Les hommes de Paul Pitt sont entrés en lice le 22 juin face au Barea de Madagascar. Pour ce match, le technicien belge a opté pour un 4-3-3 basique sans son métronome Naby Keïta, laissé au banc. Le joueur de Liverpool revient de blessure aux adducteurs qui lui a éloigné des terrains pendant un bon bout de temps. Dominateur dans le jeu, le Sili national trouvera le salut à la 34e minute grâce à Sori Kaba sur un bon service d'Amadou Diawara. La pause interviendra sur cet avantage pour les Guinéens. De retour des vestiaires, les Malgaches ne désarment pas.
car 4 minutes après la mi-temps, les protégés de Nicolas Dupuis égalisent sur corner suite à un manque de vigilance de la défense guinéenne. Galvanisés par cette égalisation, les Malgaches enfoncent le clou et marquent le second but à la 55e. Andrea Massinoro part de la limite du hors-jeu et trompe Ali Keita. Fouetté dans son orgueil, la Guinée a l'obligation de sortir le grand jeu. Paul Puit lance Naby Keita pour apporter de la fluidité dans le secteur offensif du Sili. Chemin faisant, Ibrahima Traoré sur une accélération est fauché dans la surface. Pénalty pour la Guinée. François Kamano s'en charge et remet les pendules à l'heure. 2 buts partout, c'est le score final entre Guinéens et Malgaches. Pour certains, ce match nul est symptomatique des 3 rencontres amicales perdues par les Guinéens pendant les préparatifs. Et d'autres parlent d'un début de compétition raté de la Guinée contre une équipe malgache qui joue sa première CAN de son histoire. La contre-performance continue chez les Guinéens. Opposé aux Super Eagles du Nigeria au compte de la 2e journée de groupe B, le Sili national a également courbé l'échine en encaissant un but. Dans un match plutôt maîtrisé en première période par les partenaires de Naby Keita alignés d'entrée pour la circonstance, les hommes de Paul Puit finiront par craquer, malgré que Ibrahima Koné, Ernest Seka et Naby Keita aient démarré le match. Cette défaite provoque une amertume considérable au niveau des supporters. L'engouement baisse d'un cran dans la cité. Dos au mur, la Guinée a montré son vrai visage contre le Burundi, 2-0. La titularisation de Mohamed Yattara sur le côté droit de l'attaque et le positionnement de Kamano au milieu de terrain comme meneur de jeu ont porté leurs fruits. Avec une supériorité numérique suite à l'exclusion d'un défenseur burundais, dans le premier quart d'heure, le Sili national domine son sujet, avec à la clé un but inscrit par Yattara à la 25e minute à partir d'un corner. En seconde période, il a suffi à Yattara seulement 7 minutes pour signer son doublé sur une attaque placée. 2-0 pour la Guinée, c'est le score final de la rencontre sans Naby Keita. Une victoire qui permet aux Guinéens de finir 3e de leur groupe derrière Madagascar et le Nigeria. Au terme de ces 3 matchs de groupe, le Sili national nous a montré 3 visages différents. Mais ce 3e semble le meilleur, car la Guinée est en ballottage favorable de terminer parmi les 4 meilleurs 3e pour la qualification en 8e de finale. Et les supporters guinéens savourent enfin la première victoire de leur équipe dans cette CAN égyptienne. En tout cas, belle victoire cet après-midi 2-0 contre le Burundi. On se quitte d'ailleurs sur ces très belles images que nous avons prises pour vous. L'euphorie totale au rond-point de la Bellevue autour de la grande statue du Sili national. On se quitte sur ces images. Suivez. Belle victoire donc du Sili national. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.